Patrick Oscar est pharmacien d'origine, si j'ose dire. Il est par ailleurs, il a fait sa carrière dans l'industrie puisqu'il a occupé un certain nombre de postes dans l'industrie, particulièrement chez Gerbet, où il a eu une fonction importante au titre de la recherche et du développement dans cette entreprise française importante et de renommée mondiale. Et d'un autre côté, il a aujourd'hui d'autres responsabilités dans le cadre d'appellations contrôlées, bien évidemment. Alors, le GERS, le CIP, il nous redira tout à l'heure, s'il veut bien, à quoi correspondent ces différentes appellations et ces différents acronymes, dans la mesure où, globalement, il est le monsieur référence en matière d'industrie pharmaceutique pour tout ce qui concerne les grandes statistiques et les grands sujets. Et donc, on appuie sur un bouton, pas sur la tête de Patrick Oscar, mais de façon générale sur les éléments qu'il produit. Et à partir de ça, on a des réponses utiles et souvent indispensables à la compréhension de l'écosystème et du milieu. En tous les cas, ce matin, le sujet est très sérieux, centré. si j'ose dire. En tous les cas, la sérialisation. Alors, moi, je remercie Marc Kennedy qui, au titre du bureau de la CIP, a été le défenseur immense de l'intérêt du sujet. Et donc, grand spécialiste. Non, c'est lui qui a été le défenseur du sujet. Et c'est pour ça qu'on a intitulé ce matin notre amphi « Sérialisation ». De quoi parle-t-on? De façon à ce que les uns et les autres, nous puissions être à la fois en phase avec la pédagogie et puis peut-être vous poser après quelques questions. Alors peut-être en un mot, deux mots avant de démarrer sur ce sujet. Effectivement, tous les acronymes dont Michel vous a parlé, qu'il s'agisse de le GERS, un certain nombre d'entre vous le connaissent, c'est la production de statistiques pour l'industrie pharmaceutique, que ce soit les données de sell-in, de sell-out, ou maintenant les données patients en vie réelle, également donc pour les laboratoires pharmaceutiques et pour les pouvoirs publics, puisque le GERS, c'est tiers de confiance pour en particulier pour le CEPS, dans le cadre des accords LEM-CEPS, et la donnée GERS, c'est la donnée de référence qui sert dans le cadre des discussions entre les pouvoirs publics et l'industrie pharmaceutique. Donc ça, c'est pour le côté GERS. En ce qui concerne le CIP, c'est le Club interpharmaceutique. C'est une association à but non lucratif et qui gère tous les échanges au sein, qui gère les échanges au sein de la chaîne de distribution pharmaceutique afin de la fluidifier. Mais le CIP, aujourd'hui, c'est trois grandes activités. On peut vraiment les scinder. Première grosse activité, c'est justement la fluidification des échanges dans la chaîne. C'est un certain nombre de recommandations qui sont faites pour tous les acteurs de la chaîne de distribution, puisqu'au sein du CIP, vous retrouvez les industriels, vous retrouvez les grossistes répartiteurs, vous retrouvez les dépositaires, vous retrouvez les syndicats officinaux et vous retrouvez les syndicats hospitaliers. Donc l'ensemble de la chaîne est représenté. Et la deuxième activité qui est beaucoup moins connue, c'est également la réalisation de statistiques pour le CIP, mais c'est les statistiques internationales pour le monde vétérinaire, dont Krim Amrouche, qui est présent là, est le responsable. Et aujourd'hui, c'est une activité qui est extrêmement importante pour le CIP, puisqu'on produit des données dans le monde animal sur près d'une cinquantaine de pays, également dans le domaine du réactif et du diagnostic, avec des associations internationales. Et donc aujourd'hui, on a développé un savoir-faire assez important grâce aux équipes de Krim. Et puis, depuis peu de temps, maintenant, c'est la sérialisation. Et aujourd'hui, le CIP est en charge de la mise en place de la sérialisation en France. Donc, on va démarrer directement sur ce sujet. Alors, vous m'excuserez si à certains moments, et vous n'hésitez pas à intervenir, soit c'est pas assez technique, soit c'est trop technique. Comme je sais qu'il y avait un public qui venait d'horizons différents, donc il fallait essayer de trouver le juste milieu. Donc, peut-être qu'à certains moments, je vais survoler des choses si vous avez besoin de rentrer dans le détail.
D'accord. Donc voilà, donc on va... Donc je vais vous présenter en fait ce qu'est France MVO, qui est l'organisme au sein du CIP qui gère la céréalisation, comment se finance et ce qu'est la céréalisation, comment se finance cette mise en place de la céréalisation. Après l'état des lieux dans la mise en place de France MVS, qui est l'outil technique qui est en train d'être mis en place, et enfin un peu où on en est, les différentes étapes, et notamment l'étape de onboarding au niveau européen, c'est-à-dire le chargement des données de sérialisation au niveau européen. Donc on va essayer en une demi-heure de faire un point rapide là-dessus. Donc j'ai mis cette première slide au départ, c'est le site de France MVO auquel vous avez accès. C'est un site où il y a une partie publique et c'est un chronomètre qui tourne. Et en temps réel, alors là, on n'est pas branché, mais c'est une capture d'écran. Aujourd'hui, on n'est plus à 381 jours, 7 heures, 0 minutes et 58 secondes, mais on est à 350 jours à peu près de la mise en œuvre de la sérialisation, puisque celle-ci doit être mise en place le 9 février 2019. Donc, c'est un petit clin d'œil, mais 350 jours, ça peut paraître long comme ça, mais c'est aussi très très court pour un projet de cette envergure. Et vous allez voir qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de distribution. Alors pourquoi la sérialisation? En quelques mots, la sérialisation, elle a été mise en place au départ pour lutter contre la contrefaçon de médicaments. En fait, aujourd'hui, la contrefaçon de médicaments, c'est une réalité en Europe. Alors en France, on en parle peu, parce qu'on a un système qui est, avec le monopole pharmaceutique, qui nous protège quand même bien des problèmes de contrefaçon. Mais aujourd'hui, il y a un développement sur Internet de la contrefaçon. Et dans des pays comme l'Allemagne, tous les mois, il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait des cas de contrefaçon avérés. Et sur des produits majeurs, vous voyez un produit comme Harvoni pour l'hépatite C, des neuroleptiques, des produits pour le VIH. Donc ce sont vraiment, c'est pas que des produits singuliers où tout le monde pense à la contrefaçon de Viagra ou de produits de ce type. Oui, il y en a, mais il y a aussi des produits majeurs. On a retrouvé dans des cabinets d'oncologie aux États-Unis des produits contrefaits qui ont été donnés pendant des mois à des patients. Et ce sont les autorités qui ont découvert que c'était des produits contrefaits au bout de quelques mois. Donc les patients... Alors après, dans les produits contrefaits, vous avez tout. Donc quelques chiffres très rapidement. Un médicament sur 10 vendu dans le monde est une contrefaçon aujourd'hui. Dans certains pays comme l'Afrique, c'est 70%, voire 80% des produits. Et là, ça touche les antibiotiques, les produits contre la malaria, donc des produits vraiment majeurs et avec toutes les conséquences que l'on connaît. Les profits qui sont engendrés par la contrefaçon dans le monde sont supérieurs à ceux issus du trafic de drogue. En 2010, il y avait 75 milliards de dollars pour le médicament et en 2014, on est passé à 200 milliards de dollars pour les profits engendrés. Et 1000 euros investis dans le trafic, alors ce n'est pas un plaidoyer pour le trafic, mais 1000 euros investis dans le trafic de faux médicaments rapportent 500 000 dollars aux organisations criminelles ou terroristes, puisque aujourd'hui, les deux sources de faux médicaments, c'est les gros cartels. Parce que pendant très longtemps, le trafic de faux médicaments n'était pas un délit. Et c'était le gros problème. Donc vous risquiez, les gens qui faisaient ce trafic risquaient 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende, donc en engendrant des profits exceptionnels. Donc c'était vraiment une porte ouverte. Donc maintenant, avec la convention Médicrime, c'est devenu un délit. Donc c'est en train de... Alors, l'estimation du nombre de morts par an, bon, vous voyez qu'il y a une fourchette qui est très grande, mais c'est bien sûr très difficile dans ce domaine-là d'avoir des statistiques fiables. Entre 100 000 et 1 million de morts qui sont estimés. C'est l'OMS qui donne ces chiffres-là. Et
avec une grande hétérogénéité dans les pays qui sont touchés. Bon, Internet, bien sûr, c'est le vecteur le plus important, et dans plus de 50% des cas, les médicaments qui sont achetés sur des sites Internet qui dissimulent leur adresse physique seraient entre les mains de facteurs, je sais plus, voilà, d'organisations qui font de la contrefaçon. La définition d'un médicament va très vite là-dessus, d'un médicament falsifié. C'est un médicament contrefait, c'est un médicament qui est délibérément et frauduleusement étiqueté pour tromper sur son identité ou sur son origine. Après, ça peut être à différents, il y a plusieurs degrés, on va dire. C'est un produit dans lequel on ne retrouve aucune trace de principe actif. Il y a le bon ou les bons principes actifs, mais pas au bon dosage. Après, il peut y avoir des impuretés ou des substances toxiques, bon, ainsi de suite. Voilà, il y a tous ces cas de figure dans les médicaments contrefaits. Bon, et bien sûr, la conséquence de tout ça, c'est que la vie des patients, bien sûr, est mise en danger. Et c'est pour cela que cette réglementation a été mise en œuvre. Alors, la réglementation qui a été mise en œuvre, elle a été mise en œuvre tout d'abord au niveau européen. Au niveau européen, il y a eu comme objectif de sécuriser la chaîne d'approvisionnement du médicament. Et en 2011, il y a eu une directive européenne qui a été publiée, qui a modifié le code communautaire et qui donnait pouvoir à la Commission européenne d'adopter un règlement délégué, ce qui a eu lieu en 2016, où en octobre 2015, le 2 octobre 2015, il y a eu un règlement délégué qui a été publié dans l'ensemble de l'Union européenne, dans les 27 pays de l'Union européenne à l'époque, avec un règlement très lourd, 45 considérants, 50 articles, et surtout une application au 9 février 2019. Donc octobre 2015, applicable au 9 février 2019. À partir de ce moment-là, il fallait... Alors, toutes ces informations, vous les retrouvez sur la page d'accueil du site cipclub.org. Et maintenant, il y a même un site spécifique qui s'appelle France MVO, mais je vous donnerai toutes les coordonnées après. Donc, ce règlement délégué, j'ai ressorti 2 articles qui sont importants et qui résument un tout petit peu tout ce qu'il y a dans le cadre de la sérialisation. Il y a l'article 25 qui concerne les obligations qui incombent à toutes les personnes qui sont autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public. C'est-à-dire, on retrouve bien sûr les officinaux, les hospitaliers, les distributeurs en gros avec les grossistes répartiteurs et les dépositaires. Donc, ces personnes doivent vérifier tous les dispositifs de sécurité, doivent désactiver l'identifiant qui sera inscrit sur chaque boîte de médicaments et qui seront dotés de ces dispositifs. Et deuxième point sur cet article 25, c'est la différence que l'on fait entre l'officine et l'hôpital. L'officine devra désactiver le médicament, mais je vais revenir dessus tout à l'heure pour vous expliquer comment ça se fait, mais c'est un point important. Les officinaux vont devoir désactiver le produit au moment où ils vont le délivrer au patient. Ils sont face au patient, ils ont la boîte et ils sont allés chercher la boîte en réserve, ils la donnent, ils la douchent avec leur scanner, et à ce moment-là, ils vont interroger tout un système de base de données. Ils vont voir si le numéro qui est inscrit sur la boîte est bon. S'il n'a jamais été utilisé, ils délivreront la boîte au patient. Si ils ont une alerte sur le fait que cette boîte a déjà été utilisée, ils la mettent de côté, ils en donnent une autre. On reviendra un peu sur tout ça tout à l'heure parce que c'est... Alors que pour les hôpitaux, la problématique est différente. Les hôpitaux vont devoir désactiver les boîtes entre l'entrée dans l'hôpital et avant sa mise à disposition des patients, avec la problématique que les produits vont être donnés en conditionnement unitaire, donc il faut désactiver le produit avant que ça passe, parce que bien sûr, il n'y a pas un identifiant par comprimé, par gélule ou par tout ce qu'on veut. Donc voilà, donc c'est toute la difficulté un peu au niveau de l'hôpital, et c'est aujourd'hui un des gros problèmes. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point,
C'est l'article 32 qui précise comment cela va être géré et quelles sont les responsabilités de l'organisme qui va devoir gérer la sérialisation, à savoir le CIP et surtout France MVO aujourd'hui. C'est-à-dire que cet organisme doit mettre en place un système de répertoire, c'est en fait une grande base de données, qui va comprendre des interfaces de programmation qui vont permettre à tous les acteurs de la chaîne pharmaceutique de se connecter et d'aller rechercher les informations. On va revenir dessus, donc pour vérifier un peu l'authenticité ou pas des informations qui sont inscrites sur le produit. Donc, le champ d'application en Europe, c'est les médicaments soumis à prescription. Mais il y avait la possibilité pour chaque État membre de modifier légèrement ce champ. Ce qui avait été le cas en France. En France, les pouvoirs publics, au départ, avaient élargi ce champ aux médicaments remboursables. Aujourd'hui, la Direction générale de la santé envisage de remodifier ce point et on va revenir vraisemblablement sur un périmètre qui correspond au périmètre européen pour simplifier. Mais normalement, ce décret doit être publié dans les prochains jours. Ça a bien sûr des conséquences extrêmement importantes pour les industriels. Parce que vous comprenez bien que sur les chaînes de production aujourd'hui, déjà beaucoup de choses sont mises en place pour sérialiser les produits. Et le périmètre des médicaments concernés est extrêmement important. Vous voulez préciser les médicaments remboursables dans le périmètre des médicaments concernés? C'est-à-dire dans le périmètre européen, dans les médicaments soumis à prescription, en France, la première mise en œuvre du règlement délégué a élargi ça à tous les médicaments remboursables, ce qui est un peu plus large que le périmètre des médicaments soumis à prescription. Donc aujourd'hui, si on suit ce premier périmètre, il est plus large. Vraisemblablement, la DGS va réduire ce champ pour revenir vraiment sur les médicaments soumis à prescription et on n'aura pas tous les médicaments remboursables. Mais c'est quand même un champ extrêmement large. Après, il y a d'autres médicaments qui sont non soumis à prescription qui figurent en annexe 2 du règlement. C'est le cas de l'oméprazole, par exemple. L'oméprazole est dans ce cas-là. Et il doit être... Alors, les principales dispositions du règlement délégué, il y a trois points principaux. Il doit y avoir tout d'abord, chaque médicament concerné doit avoir un système de sécurisation des emballages. C'est un dispositif anti-effraction sur tous les médicaments concernés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'apposition d'un identifiant unique par boîte de médicaments à l'intérieur du data matrix. Alors en France, on a beaucoup de chance parce que le data matrix, on l'a déjà depuis quelques années. Il avait été mis en place, justement, le CIP avait été un des acteurs importants dans cette mise en place. Et aujourd'hui, on a déjà le data matrix. Ça veut dire que les industriels savent déjà imprimer des data matrix sur les conditionnements et avec une bonne qualité aujourd'hui d'impression, ce qui n'était pas le cas au début. Je me retourne vers Marc en tant que grossiste, mais on a eu beaucoup de problèmes de lecture des data matrix au départ, en officine ou autre. Bon, parce qu'il y avait des mauvaises qualités d'impression, il y avait des problèmes de couleur et autres. Bon, aujourd'hui, en France, on maîtrise parfaitement la technique. Il y a encore peut-être des fois quelques petits cas, mais c'est bien maîtrisé. Donc, dans ce data matrix, vous allez avoir 4 informations. Il y a les 3 informations habituelles qui sont le code CIP du produit, donc c'est l'identifiant du médicament. Donc, un code à 14 caractères, alors on dit à 13, mais en fait, c'est 14 parce qu'il y a un 0 devant. Ensuite, il y a le numéro de lot. Ça, c'est une deuxième information. Ensuite, la troisième information, c'est la date de péremption. Et maintenant, ce qui est nouveau, 4e information, le numéro de série qui, lui, va être spécifique de chaque boîte qui va être fabriquée sur la ligne de conditionnement au niveau industriel. Donc, chaque boîte aura un numéro spécifique il ne doit pas y avoir 2 numéros identiques sur toutes les lignes de fabrication pour un même médicament, et ce, dans tous les pays de l'Union européenne. Donc, les fabricants vont devoir gérer ces numéros de série. Bon, il y a
une structure qui existe. Il y a des normes internationales qui ont été éditées, notamment par GS1, pour la structure de ces numéros. Ils doivent avoir une certaine structure. Et aujourd'hui, les industriels donc, gèrent ces numéros de façon aléatoire sur leur chaîne de production. Troisième élément, c'est le système de répertoire, c'est-à-dire c'est la base de données qui va contenir ces numéros de série, qui va devoir être connecté à un hub européen. Je vais revenir dessus tout à l'heure et pour vous expliquer comment ça fonctionne, qui va devoir respecter les fonctionnalités qui sont définies par le règlement européen. Ce système de répertoire, il doit être situé physiquement dans l'Union européenne. Il ne peut pas se retrouver aux États-Unis, bon, pour des raisons de sécurité. Tout à fait. Donc, au niveau nous du système, bon, les serveurs vont être basés en Allemagne. Ils vont être, en fait, ça va être dupliqué sur 2 serveurs qui sont distants de 25 km l'un de l'autre pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire que s'il y en a un qui a un problème, on considère que s'ils sont séparés de 25 km de distance, a priori, il y a peu de chances que les deux aient des problèmes en même temps. Voilà, c'est et ensuite, le système de répertoire doit avoir des interfaces pour que l'ensemble des acteurs de la chaîne de distribution puissent se connecter sur ce système de répertoire. Et on doit fournir toutes les spécificités techniques à tous les acteurs de la chaîne pour qu'ils intègrent dans leur logiciel ces caractéristiques pour pouvoir se connecter. Et ensuite, il y a une interface graphique d'interrogation. Alors, il y avait une obligation qui était que les industriels, fabricants titulaires d'AMM, devaient mettre en place une organisation pour gérer ce système de répertoire. Ça devait être un organisme de gouvernance à but non lucratif, que ça soit au niveau européen, ce qui a été fait au niveau européen avec ce qu'on appelle l'EMVO, le European Medicine Verification Organization, qui est une société à but non lucratif, qui était d'abord basée au Luxembourg et maintenant qui est basée à Bruxelles. Et en France, ça devait être la même chose. Dans le règlement, on disait que les distributeurs en gros et les pharmaciens officinaux et hospitaliers pouvaient y participer sans payer, à l'organisme de gouvernance, je précise. Et il n'y avait pas d'obligation d'appartenir à une organisation professionnelle pour utiliser le système de répertoire. C'est-à-dire qu'un laboratoire pharmaceutique, par exemple, titulaire d'AMM, n'a pas besoin d'être membre du LEM, d'être membre du GEM, membre du LEMI ou de l'AMLIS pour les petits laboratoires, pour interroger le système. Un laboratoire qui n'appartient à aucune de ces organisations peut se connecter de la même façon au système de répertoire. De même pour les autres professionnels. Le règlement prévoit qu'il y aura une vérification en temps réel du numéro de série à chaque étape de la distribution du médicament et bien sûr, surtout au moment de la dispensation. Et quand je dis en temps réel, aujourd'hui, un pharmacien d'officine, par exemple, qui scannera le produit, les premiers tests que l'on a faits permettent de dire qu'en 300 millisecondes, ils auront l'information de savoir si le produit a déjà été, le numéro qu'ils vont lire a déjà été utilisé ou pas en France ou dans l'Union européenne. Donc en 300 millisecondes, ce qui est quand même extrêmement rapide. Alors on espère bien sûr que... Après ça, c'est les premiers tests. Après, quand tout le monde va se connecter en même temps, il va falloir... faire des tests en grandeur réelle, mais c'est prévu dans les semaines qui viennent. Et puis, dans les principales dispositions du règlement délégué, c'est également l'instruction des alertes, et qui est vraiment bien décrit aujourd'hui, c'est-à-dire que s'il y a un numéro de série qui est identifié comme étant suspect, parce qu'il a déjà été vu dans un pays, soit en France, soit dans l'Union européenne, il y a toute une procédure d'instruction qui va être mise en place et coordination avec les autorités compétentes, bien sûr la DGS, mais aussi les douanes, l'OCLAESP, Interpol et autres, afin de
de mettre en place toutes les enquêtes. Alors rapidement, le contexte réglementaire pour les établissements de santé, donc c'est les pharmacies à usage intérieur, où là il y a quand même une spécificité, répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes qui sont prises en charge dans les établissements. Et dans ce cadre-là, ces PUI vont avoir pour mission d'assurer la gestion, l'approvisionnement, bien sûr, ça c'est leur mission principale, mais également la vérification des dispositifs de sécurité. Après, bon, le reste, donc c'est ce qui a été modifié. Et ces missions peuvent être exercées par la pharmacie à usage intérieur pour son propre compte et dans le cadre de coopération pour le compte d'autres pharmacies à usage intérieur. C'est important parce que ça veut dire que pour des grandes structures type la PHP, ben, soit le contrôle se fait à l'entrée, réception à Nanterre, avant dispatch vers tous les établissements, ou alors après, quand les boîtes sont dans chacun des établissements, Cochin, la Riboisière ou autres. Bon. Donc voilà, donc il y a plusieurs possibilités au niveau de l'hôpital. Alors, quel est l'environnement aujourd'hui en France? Donc en France, il y a eu la création au niveau du CIP de France MVO, qui est l'organisme au sein du CIP qui s'occupe de la sérialisation. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont été faites déjà depuis 1 an et demi. Il y a eu un contrat qui a été fait, qui a été passé avec l'organisme européen, le MVO, pour gérer les relations entre l'organisme européen et chaque organisme national. Également, un contrat a été passé avec Arvato Bertelsmann, qui est le sous-traitant informatique qui a été choisi pour mettre en place ce système. Il y avait eu un appel d'offres au niveau européen avec 3 prestataires de services qui avaient été choisis. Il y avait Solidsoft, qui est une société britannique. Il y avait Arvato, qui est allemand, et le 3e qui a disparu du marché depuis, c'était Highgate, mais qui a disparu du marché entre-temps. Ils avaient été choisis, et en fait, pour développer ces systèmes nationaux, selon un cahier des charges très précis. Donc la possibilité était donnée à chaque pays européen de choisir une de ces 3 solutions, ou de développer son propre système. Mais développer son propre système, c'est-à-dire on pouvait faire appel à un autre prestataire autre que ces 3-là, mais avec toutes les difficultés que ça peut poser, parce que les 3 sociétés avaient répondu au cahier des charges, donc étaient censées respecter sont censées respecter toutes les dispositions du règlement délégué, alors qu'une nouvelle société, bon, ça aurait demandé sûrement un travail beaucoup plus important. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Donc il y a eu ce contrat avec le MVO, c'est ce qu'on appelle, hop là, voilà. Ici, donc le blueprint, c'est ces 3 sociétés. Et ensuite, le CIP a choisi la société Arvato pour développer son système de répertoire en France. Et ensuite, le CIP a passé un contrat avec les industriels qui ont choisi le CIP pour mettre en place la sérialisation. Et ce choix a été, mais on va le voir après, approuvé par l'ensemble des organisations professionnelles en France. Donc ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est à passer un contrat avec l'ensemble des exploitants. Alors dans les exploitants, il y a déjà les adhérents du CIP, il y a à peu près 200 laboratoires pharmaceutiques qui sont adhérents du CIP, donc avec eux, en tant qu'adhérents, il n'y a pas besoin de passer de contrat, mais il y a ensuite quelques laboratoires pharmaceutiques, il y en a à peu près 80, qui sont non adhérents du CIP, avec lesquels il va falloir contractualiser, puisque la sérialisation est une obligation. Donc les laboratoires n'auront pas le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Le 9 février 2019, il faut que tous leurs médicaments soient sérialisés. Donc il y aura des contrats avec les non-adhérents du CIP. Et puis France MVO va devoir contractualiser également avec tous les utilisateurs finaux, que ce soit les officinaux, les hospitaliers ou les distributeurs en gros. Donc là, c'est des contrats qui doivent être établis. Alors, bon, là, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Donc, la structure France MVO a été mise en place. Aujourd'hui, on a déjà avancé, on en est aux phases de test et je vais vous dire exactement où on est après. On a un contrat
de build avec pour le système qui a été déjà mis en place. Donc voilà. Alors, le financement, c'est important. Donc, c'est les industriels soutenus par les autres organisations professionnelles qui ont choisi le CIP et donc la mise en place de France MVO. La DGS a soutenu ce choix et est rentrée dans le conseil d'administration de France MVO. Et donc, il y a un collège qui comprend les membres de sérialisation, qui sont tous les syndicats professionnels, qui regroupe également donc, la DGS et également le CNOP en tant que membre observateur. Et donc, il y a eu la création de France MVO et de France MVS. Donc, France MVO va être interfacée avec le hub européen qui est mis en place au niveau européen, dans lequel tous les industriels vont charger leurs données. Tous les industriels chargent au niveau européen. C'est un point important. C'est ce qu'on appelle la phase de onboarding. Et ensuite, les industriels doivent dire ces numéros de série sont prévus pour tel pays, pour la France, la Belgique, l'Allemagne, la Finlande, la Suède ou autre. Ensuite, il y a l'interface avec la base nationale pour les numéros qui sont spécifiques à la France. Et les données seront hébergées pour la France dans le système de répertoire français. Et c'est sur ce système de répertoire français que les autres utilisateurs vont devoir se connecter. Donc on a développé des interfaces et maintenant charge aux autres utilisateurs à modifier leur logiciel pour pouvoir se connecter à cette base de données française. Donc voilà, donc ça je vous en ai déjà un tout petit peu parlé. Donc voilà, donc aujourd'hui les parties prenantes, bon, ce que je vous disais, bon alors, concernés par le nouveau périmètre de la sérialisation, il y a 155 membres du CIP, il y a une centaine de non-adhérents, mais depuis on en a 10 qui ont adhéré au CIP depuis. Comment? Oui, c'est un peu plus simple. Alors dans le budget prévisionnel de France MVO pour 2018, 70% du budget est consacré au développement informatique. Ensuite, vous avez 25%, c'est la masse salariale. On a été obligé de recruter chef de projet, responsable informatique, responsable assurance qualité, une assistante, donc c'est des charges importantes. Ensuite, 2,4% de charges d'activité, c'est très faible, et près de 3% de frais généraux, donc là c'est anecdotique. Donc vous voyez que les deux gros postes budgétaires, c'est le développement informatique et c'est la masse salariale. Pour un projet de ce type, c'est normal. Alors le financement, il est à deux niveaux. Il y a un financement au niveau européen. Là, c'est one shot. Les industriels, les titulaires d'AMM doivent payer en fonction du nombre d'autorisations qu'ils ont dans leur portefeuille une certaine somme. Donc, ceux qui ont, par exemple, entre qui ont une AMM, on va dire, c'est 3 000 €. S'ils payent dès le début. S'ils payent au-delà du 15 janvier 2018, ce qui est déjà le cas maintenant, ça passe à 4 500. C'est passé. Et s'ils attendent le 15 juin 2018, ça passera à 6 750 €. Et ainsi de suite. Vous voyez que dans la tranche supérieure, plus de 12 autorisations de mise sur le marché, c'est 20 000 à 45 000. Donc c'est ce système. Pour France MVO, là c'est différent, puisque France MVO doit construire son système de répertoire et ensuite il y a toute la partie de run avec la maintenance et autres. Donc on doit financer ces deux parties. Donc le montant correspond à 3% du CA du laboratoire, plafonné à 20 000 € maximum par an et par société, et avec un minimum de 1 500 € pour les entreprises. Or, c'est la situation actuelle, c'est susceptible d'être revu et vraisemblablement pour 2019, peut-être un tout petit peu à la baisse. J'espère qu'on aura de bonnes surprises au niveau du développement informatique. Mais bon, ça, ce sont pour l'instant des hypothèses. Donc voilà un tout petit peu le financement. Ensuite, chaque membre du conseil d'administration, organisation syndicale, paye, c'est plus symbolique, c'est 1 850 € cotisation. Alors, donc voilà, donc ça c'est pour le financement permet de financer pour l'exercice 2016-2017, c'était le développement de France MVS,
donc le système de répertoire. Pour l'exercice actuel, c'est la fin de ce développement et le démarrage de la phase de maintenance qui va commencer à intervenir. Pour 2019, on a encore prévu du développement parce qu'a priori, il va y avoir des évolutions dans le système, d'après ce que l'Europe nous a donné. Puis il y aura également la maintenance, et puis ensuite, après, on sera en phase de maintenance. Alors, l'état des lieux sur la mise en place de France MVS. Donc, ce schéma très rapide, c'est peut-être s'il y en a un qu'il faut suivre, c'est celui-ci. Aujourd'hui, vous avez les fabricants qui donc, vont fabriquer les produits sur leur chaîne de production et vont apposer un numéro de série spécifique à chaque produit. Tous ces numéros de série sont inscrits dans le data matrix, ce que je vous avais dit au départ. Ces numéros de série sont chargés au niveau européen, dans la base européenne, et c'est déversé tout de suite au niveau du système français pour les numéros qui concernent de série qui concernent la France. Donc ces numéros sont ici. Ensuite, vous avez tous les acteurs de la chaîne, les grossistes répartiteurs, dépositaires en gros, les officinaux, les hôpitaux et bien sûr le patient. Donc le produit, au fur et à mesure, quand il arrive par exemple en officine, on va prendre cet exemple-là, quand le pharmacien va doucher la boîte avec son scanner, il va interroger la base de données française pour voir si le numéro de série qui est inscrit sur la boîte a déjà été utilisé en France. Première étape, c'est en quelques millisecondes. Deuxième étape, ça remonte également au niveau européen. Ça va interroger en même temps la base de données européenne qui contient, où il y a toutes les traces des numéros. Donc, on verra si le produit, ce numéro, a déjà été utilisé aussi dans un autre pays de l'Union européenne. Si ce numéro n'a pas été utilisé, donc en gros, il y a une lumière verte qui s'allume, ça veut dire que le pharmacien peut délivrer cette boîte au patient. Et au moment où il délivre cette boîte au patient, il désactive la boîte dans le système ici, et qui s'interface avec le système européen. C'est-à-dire qu'en temps réel, dès qu'il donne la boîte est désactivée, ce numéro ne pourra plus être utilisé dans un autre pays de l'Union européenne. Alors après, si à l'inverse, il y a une... Alors, pour les importations parallèles, comment dire... bien sûr, on parle de celles-ci. Mais ils ont les... Il y a des... Comment dire? Il y a un système de décommissionnement au départ et de reconditionnement et de rechargement avec des nouveaux numéros de série. Donc, hop là. Mince, je suis allé trop vite. Voilà. Si le produit, le numéro a déjà utilisé, il y a une lumière rouge qui s'allume, et là, on ne peut pas le délivrer. Le pharmacien met la boîte de côté avant de la délivrer. Après, se pose la question, qu'est-ce que je fais de cette boîte? À qui je la renvoie? Qui est-ce qui va payer? Bon, toutes ces questions ne sont pas encore... il y a des discussions entre les différentes parties. Ça va être un sujet qui va être assez chaud. Donc, après, simplement, la seule chose qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a un système national, par exemple la France, les industriels chargent le hub européen et après, ça alimente tous les systèmes nationaux. Et les importateurs parallèles sont ici. Et eux, il y a un décommissionnement et ils reconditionnent et ils apposent un nouveau numéro de série. Bon, là, je vais passer vite. En fait, c'est tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire les industriels chargent au niveau européen, ici. Ça alimente le système français. Après, l'ensemble des acteurs de la chaîne sont ici et on interroge au moment de la dispensation. Et après, bien sûr, ça réinterroge la base nationale et le hub européen. Alors, les deux fonctionnent par synchronisation en temps réel. Je vous avais dit que les données sont hébergées au niveau national et pas au niveau européen. Donc le système européen, lui, réinterroge en temps réel toutes les bases nationales. Et ensuite, chaque organisation doit gérer tous les cas d'usage. Bon, ça, je fais simplement un exemple sur un cas de figure, je ne vais pas passer du temps là-dessus, pour le cas des produits multi-pays. Quand une boîte
est décidé avec une notice pour 2 pays, par exemple France et Belgique, avec une notice avec plusieurs langues différentes. Là, c'est le seul cas de figure où, pour l'instant, le code qui sera utilisé ne sera pas le code national, puisqu'aujourd'hui, les pharmaciens d'officine lisent le code national, donc en France, le code CIP, en Allemagne, le PZN, ainsi de suite. Dans le cadre de produits multi-country, ce sera un code GTIN, donc le code GS1 qui est un code international, qui sera utilisé. Et ensuite, il y aura une table de correspondance qui sera gérée en France. La décision pour savoir quel est l'organisme qui va gérer cette table de correspondance va être prise dans les prochaines semaines. Le CIP, qui a l'habitude de gérer ce genre déjà de table de correspondance, notamment, alors pas le CIP, mais l'autre organisation dont Michel parlait tout à l'heure, ACL, gère aussi des tables de correspondance aujourd'hui. Donc, il y a un savoir-faire au niveau des organisations CIP-ACL. Donc, on sait le faire. Donc, si les autorités le souhaitent, ce sera le CIP qui gérera la table de correspondance. On pourrait imaginer que ça soit aussi la Caisse nationale d'assurance maladie. Non, mais ça fait partie des, des solutions. Au niveau du projet lui-même, très rapidement, donc, entre la situation aujourd'hui, alors c'était au 30 janvier, je ne l'ai pas réactualisé, on est dans la phase 1, donc le NMVS a été mis en place. Aujourd'hui, on est en train de tester les 31 janvier 2018, pardon. On est en train de tester, le système a été monté. Donc on teste aujourd'hui les premiers échanges entre le hub européen et la base nationale, comment les choses fonctionnent. C'est-à-dire qu'il y a des industriels qui ont été sélectionnés, qui sont portés candidats, parce qu'ils avaient mis en place tout le process au niveau industriel chez eux. Ils ont fait toutes les étapes pour faire la phase de onboarding au niveau européen. Et on teste aujourd'hui comment les données passent de la base de données européenne à la base de données française. Donc ça, c'est l'étape où on en est aujourd'hui, qui normalement devait être finie le 31 janvier 2018. On a un tout petit peu de retard, devrait être fini fin février pour ces tests-là. Ensuite, il va y avoir d'autres phases de tests qui vont être mises en place à partir du mois d'avril, où on va commencer à intégrer des distributeurs en gros, grossistes, répartiteurs, dépositaires, quelques officinaux et quelques établissements hospitaliers, pour qu'eux puissent interroger la base de données française. Et il y a une dernière phase, qui est la phase 4, où là, on va faire une phase de test grandeur nature avec tous les établissements, tous les officinaux, tous les grossistes, répartiteurs, dépositaires qui seront connectés à la base nationale pour en temps réel, faire tous ces tests. Donc, et pour passer après en phase de production. Bon, ça, je vais aller très vite, c'est toutes les étapes au niveau IT et au niveau qualité. Donc, la France, aujourd'hui, en Europe, est un des pays les plus avancés. On est en vert avec les pays scandinaves, essentiellement. Voyez qu'il y a 63 sociétés en France qui ont déjà, industrielles, qui ont déjà respecté toutes les phases du process pour pouvoir charger leurs données. 82 en Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Allemagne a démarré il y a très longtemps et ça avait été le pays qui avait été choisi dans les années 2000 pour être le premier pays, parce qu'il y avait déjà une réflexion sur le sujet. Ils avaient été choisis pour démarrer. Donc, mais en fait, le problème de l'Allemagne, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un système qui est totalement différent des autres systèmes européens, parce qu'ils sont partis très en avant. Et donc, ils doivent mettre à niveau leur système, donc c'est presque plus compliqué. Donc voilà, donc je vous ai dit les phases, ce qui doit être fait. Donc c'est tous les échanges entre... Donc là, les recrutements, je vous en ai parlé. En fait, j'ai essayé d'aller un peu plus vite. Donc, aujourd'hui, on en est à la phase où on teste les données. Je vais aller, hop, ça je vous en ai parlé, c'est les différentes phases. Si vous voulez les responsabilités des différentes parties prenantes, ou alors c'est plus maintenant peut-être un système de questions-réponses qui sera peut-être plus intéressant et qui correspondra peut-être un peu plus à ce que vous attendez. Merci.
Merci vraiment parce que c'était un sujet complexe. Vous ne l'avez pas rendu simple, mais en tous les cas, vous nous avez permis d'être un peu mieux éclairés par rapport à un certain nombre d'éléments. Je ne sais pas. Je vais vous poser une question. C'est maintenant, il y a médicament plus dispositif médical. Comment ça va s'appliquer comme situation? Est-ce que c'est comme vous avez tout prévu Alors, pour l'instant, les dispositifs médicaux ne sont pas du tout concernés par cette disposition. C'est uniquement les médicaments dans le périmètre qu'on a vu tout à l'heure qui sont concernés. Donc, pour l'instant, les médicaments remboursables. Demain, vraisemblablement, un périmètre un tout petit peu réduit. Mais les dispositifs ne sont pas concernés. Pour les dispositifs médicaux, il y a une autre disposition européenne qui est en cours, un autre règlement qui est le règlement l'UDI, Unique Identify, donc qui va être mis en place aussi au niveau européen. Donc c'est un système un peu différent. Alors, 2020. Alors, bon, je crois avoir bien entendu. L'objectif au départ, c'est de lutter contre la contrefaçon. Tout à fait. Et vous avez dit, vous avez bien expliqué, on le sait, que la contrefaçon est essentiellement diffusée par Internet. Comment ce dispositif va-t-il vraiment régler le problème de l'Internet? Je ne comprends pas bien. Alors, en France, aujourd'hui, le dispositif fait que la vente de produits sur Internet est reliée... Non, je ne parle pas de la France, je parle de l'Europe. Pour les autres pays. Pour les autres pays, aujourd'hui, la vente de médicaments sur Internet, chaque médicament aura un numéro de série. Si la pharmacie est reliée à une pharmacie physique, le contrôle se fera de la même façon. Si c'est encore le système où les produits transitent par... ils sont fabriqués en Chine, ils passent aux États-Unis pour revenir en Suède, pour transiter par la Suisse et pour arriver sur le marché allemand. Oui, voilà, c'est un peu comme les footballeurs, c'est pareil. Avec des risques beaucoup plus grands. Alors une autre question sur le champ d'application. J'ai bien compris qu'en fait, chaque pays peut avoir ses propres critères. Peut avoir, mais aujourd'hui, la plupart des pays s'alignent sur la notion européenne, pour éviter justement, parce que sinon, si chacun avait une série de produits qui sérialisaient, mais qui n'étaient pas sérialisés dans un autre pays de l'Union européenne, on ne résoudrait pas le problème. Donc aujourd'hui, pour éviter cela, la plupart des pays s'alignent sur le champ défini en Europe. Et alors, par rapport à ça, donc, si j'ai bien compris, donc, ça, c'est donc les médicaments prescrits et l'annexe 2. Hein. Tout à fait, exactement. Et pourquoi avoir exclu une grande partie de l'OTC? Parce qu'on sait que les contrefaçons sont surtout présentes là. C'est la Commission européenne qui a décidé au départ de se limiter à ce type de produits. C'est là où on retrouve les produits les plus chers, pour les pathologies les plus importantes. Et même s'il y a de la contrefaçon, effectivement, sur le marché de l'automédication et autres, mais ce sont des produits qui vont être utilisés moins longtemps, donc le risque est un peu moins grand. Bon, après, vraisemblablement que ce périmètre sera étendu au fur et à mesure dans les années qui viennent, pas à une échelle de 2 ans, 3 ans, mais peut-être dans 10 ans, effectivement, pour couvrir l'ensemble de la chaîne. Mais comme en plus, à ce niveau-là, il y a des différences très importantes d'un pays à un autre au niveau de la réglementation sur tous les produits sur l'automédication, c'était difficile d'avoir une harmonisation au niveau européen. En aparté, on disait avec Gérard de Pouvourville, avec votre schéma, que la France, en matière de réglementation, elle est toujours première. Vraiment, il n'y a aucun problème. C'est vrai. Juste une question très technique en cas de mauvais fonctionnement en fait, du logiciel au niveau de la pharmacie d'officine, le pharmacien ne peut pas délivrer le médicament du tout. Alors, s'il y a un système en mode dégradé qui a été prévu, justement, pour que s'il y avait le système ne fonctionnait pas, pour qu'il ne puisse pas y avoir de rupture dans la chaîne d'approvisionnement du patient et la délivrance au patient.
Jean-François Loumeau, je travaille dans l'industrie du façonnage, donc de la sous-traitance. Est-ce que votre système prévoit d'intégrer la blockchain, enfin des dispositifs blockchain pour sécuriser la chaîne d'info de l'amont vers l'aval? Quand vous dites de l'amont vers l'aval, c'est-à-dire du fabricant à la dispensation. C'est prévu justement pour que ça soit Donc contrôlé. ce sera sécurisé Tout à en fait. utilisant la technologie blockchain. Tout à fait. D'accord. Et c'est une évolution qui est prévue. Donc, le schéma que vous avez présenté est très clair. On est content de savoir que la France est dans le peloton de tête, mais quid des petits pays comme Malte, Chypre, etc. Parce que le 9 février 2019, c'est après-demain. Ouais. Et ils n'ont probablement pas commencé. Donc, Alors, oui, vous avez posé une très très bonne question. Pour ces pays, par exemple, la Chypre va être intégré, a la possibilité de pouvoir être intégré avec un autre pays de l'Union européenne, sur un système d'un autre pays de l'Union européenne. Alors, la Chypre, a priori, va fonctionner avec la Grèce. Bon, c'est pas forcément le pays le plus... Mais donc voilà, ce dispositif est prévu pour Malte. Alors, dans le dispositif, il y a une autre chose, c'est qu'aussi au niveau européen, certains pays ne vont démarrer qu'en 2025. C'est le cas en particulier de l'Italie, qui avait un système qui s'appelait le Bolino, qui exactement. était donc déjà voilà, une sérialisation. Qui était déjà une sérialisation parce qu'ils ont ce système. Donc eux, du coup, ont un temps un peu plus long pour pouvoir mettre en place le système. Donc des pays plus petits vont pouvoir rejoindre des pays plus grands pour adopter la technologie qui a été développée pour ne pas avoir à payer X fois. Je voulais juste livrer une information avec les gens qui participent à ce séminaire pour la chaîne de la sous-traitance du façonnage. L'ordre de grandeur de l'équipement, sérialisation, temper evidence et agrégation par atelier de conditionnement, c'est entre 250 et 500 000 euros par atelier. Ouais. Donc, dans le groupe que je présente, on a une vingtaine de chaînes de conditionnement. Donc, vous imaginez les capex que ça représente. C'est évidemment pas pris en charge par le système. Donc, c'est au façonnier de faire l'effort. Et donc, il y a une discussion assez intéressante avec les donneurs d'ordre aujourd'hui pour savoir comment on se répartit la charge. Tout à fait. Pour l'instant, ils sont encore dedans. Ça va se décider dans les prochaines semaines. A priori, oui, c'est la volonté aujourd'hui du système de santé anglais de garder parce qu'ils ont eu également des cas de contrefaçon, donc tout à fait. Donc a priori, mais après la décision, elle sera aussi politique, donc. Oui, alors ce que vous nous avez décrit représente, sous réserve de montée en charge de tous les pays européens, une extraordinaire base de données en temps réel des ventes de médicaments. En plus, ces médicaments de prescription, ce qui intéresse particulièrement à la fois sur le plan sanitaire, sur le plan financier, tous les acteurs autour de la boucle, que ce soit les laboratoires suivent leurs ventes, que ce soit les payeurs ou que ce soit les marketeurs, etc. Donc ces données sont recueillies à un but précis qui est de lutter contre la contrefaçon. Elles représentent un gisement considérable de richesse et une concurrence éventuelle, si jamais on les exploitait pour d'autres motifs, à certains organismes largement établis dans le monde. Je ne veux pas citer IMS, mais tout le monde y pense. Donc, quid de l'exploitation de ces données et éventuellement d'un retour sur certains acteurs qui se sont trouvés forcés, comme vous avez très bien décrit en tant que façonnier, d'assurer le coût de cette mise en œuvre. Alors, les choses sont extrêmement claires à ce niveau-là. Il n'y a aucune ambiguïté possible. Les données qui seront... Alors, il y a deux choses. Les données produites dans le cas de la sérialisation appartiennent à ceux qui les produisent. C'est-à-dire, pour être plus clair, les pharmaciens d'officine
sont propriétaires de toutes les données qu'ils vont, quand ils vont scanner un produit à la sortie de l'officine, ils sont propriétaires de ces données. Les industriels sont propriétaires des données qui rentrent dans le système. Ainsi de suite. Les grossistes répartiteurs sont propriétaires des données qu'ils vont avoir. Est-ce que vous pouvez clarifier ce que vous dites? Parce que mais alors, pour non, un mais esprit simple comme le mien, ça paraît pas très... Non, mais parce que c'est quand même la même donnée. Non, c'est pas la même c'est donnée. pas la même. Non, c'est le même numéro, mais à des étapes différentes. Les industriels sont propriétaires des données qui rentrent dans le système. Bon, ce qu'on rentre dans le système, ça a peu de valeur. Si ça a valeur pour la lutte contre la contrefaçon, mais par rapport à la problématique que Madame soulevait, ça a peu de valeur. La valeur qui est forte, c'est, la donnée que les grossistes répartiteurs ont, 2, la donnée des officinaux ou des hospitaliers. Parce que là, on a vraiment, effectivement, quasiment, alors dans le jargon des données, un sell-out exhaustif. On a le moyen aussi de savoir où les boîtes vont à tous les moments de la chaîne de distribution. Sauf que le règlement délégué est extrêmement clair là-dessus. Les données ne pourront en aucun cas être utilisées à des fins commerciales. En aucun cas. Et par quelque acteur que ce soit. Même si on dit que les données appartiennent à ceux qui les produisent, les officinaux n'auront pas le droit de les utiliser et de les revendre à quelqu'un. Les hospitaliers de la même façon, les industriels, ainsi de suite. Donc ces données ne pourront être utilisées... Et les payeurs, Alors, c'est une très bonne question, Michel. Les données peuvent être utilisées à des fins de lutte contre la contrefaçon. Donc s'il y a une suspicion de contrefaçon de médicaments, là, il y aura des enquêtes qui seront diligentées et on aura le droit, on aura le droit. Les autorités auront le droit de faire des requêtes pour pouvoir avoir plus d'informations. Deuxième chose, le règlement délégué prévoit également que dans le cadre du remboursement, ces données puissent être utilisées. Mais aujourd'hui, ça n'a pas du tout été prévu. C'est le cas, par exemple, en Belgique. En Belgique, la sérialisation existe depuis déjà pas mal de temps. Elle avait été mise en place pour le contrôle du remboursement, pour lutter contre les fraudes au remboursement. Donc, mais aujourd'hui, dans l'Union européenne, même si c'est prévu dans le règlement délégué, ça n'a pas été mis en place et tous les développements qui ont été faits ne permettent pas encore de le faire. Peut-être que ça viendra dans un deuxième temps, ça faut pas, puisque le règlement délégué le permet. Donc, mais toutes les autres utilisations commerciales pour aller concurrencer des entreprises type IMS, voire le Gers, en France, je représente, donc ce serait dommage. Donc, il n'y aura pas d'utilisation à ce niveau-là. Et malheureusement, donc, pour les différents acteurs de la chaîne qui ont à investir énormément, c'est vrai que les revenus issus de ces données auraient pu permettre de financer en partie les investissements, mais comme il n'y aura pas d'utilisation, il n'y aura pas de retour pour les différents acteurs. Juste une remarque. Difficile pour le patron de ce grand projet français européen de le dire, mais on peut constater, en tout cas pour nos entreprises, que le rétroplanning est extrêmement court. On peut avoir un doute sur que ce soit opérationnel le 9 février 2019. Alors, juste un rappel de qu'est-ce qui se passe si une entreprise, qu'est-ce qui se passe si une branche d'activité, le 10 février 2019, c'est pas en place, ça ne marche pas. On n'attendra pas le 10 février, Marc. Le 9 au matin, le 9 à minuit 1, la pharmacie des Champs-Élysées, qui est ouverte 24 heures sur 24 et qui délivre, va scanner sa première boîte et va contrôler. Alors, non, trêve de plaisanterie, il n'y aura pas de sanction immédiate pour les différents acteurs. Qui va être sanctionné si ce n'est pas mis en place? Une directive européenne et un règlement délégué ne prévoit pas de sanction des acteurs, prévoit une sanction des États. Donc c'est l'État français qui sera sanctionné. Après, l'État français prendra sûrement d'autres mesures pour répercuter. Les agriculteurs, ils ont compris ça.
Donc voilà, donc c'est la France. Par contre, aujourd'hui, la Commission européenne est extrêmement ferme sur ce point et dit si les États ne sont pas prêts le 9 février 2019, il y aura des pénalités importantes. Oui, juste une question pour reprendre la question de Monsieur le Fassonnier, là, qui a quand même un investissement considérable à faire. C'est quoi l'état des réflexions sur le financement, enfin, sur la collectivisation du financement de cette opération? Puisque monsieur, il a la possibilité éventuellement de répercuter sur ses prix, mais il est dans un univers concurrentiel, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il a des possibilités de défiscalisation d'une partie d'incitation fiscale? Est-ce qu'il est prévu une taxe à la boîte au niveau de la vente finale pour financer le bazar? Pour l'instant, rien du tout. Rien n'est prévu à ce niveau-là. Rien n'est prévu. C'est vraiment. Voilà. C'est angoissant, ça. Le comité stratégique des industries de santé se réunit le 9 juillet. Tout à fait, oui. Ça, c'est une vraie Noël information, là. Renaudin. Vous avez l'air de confirmer ça. Noël Renaudin. Oui, qui est... C'est vous qui voulez. Organisé par le Premier ministre, son cabinet. Et donc, ça fait partie des demandes qui sont sur la table. Tout à fait. Les GEM, etc. ont l'intention de demander des incentives. Des diminutions des remises dans le cadre des accords prix-volume avec le CEPS, éventuellement. Après, il y a plein de pistes qui sont ouvertes, mais C'est pas gagné. non, c'est loin d'être gagné, je pense. Oui, François Pesti, je suis pharmacien et je suis expert conseil indépendant pour une prise en charge médicamenteuse mieux sécurisée. Alors, je vais avoir 3 questions précises à vous poser. Oui, mais il faut... Non, mais attendez, parce qu'il y a un débat éthique qui n'a pas eu lieu sur ce sujet. Pour les patients hospitalisés et les résidents dans les EHPAD, le plus grand danger, ce n'est pas la falsification des médicaments, c'est l'erreur médicamenteuse qui est fréquente, en particulier au moment de l'administration, et qui, dans d'autres lieux, je pense aux États-Unis, qui l'ont intégralement déployé et qui en mesurent en nombre de décès les résultats, il y a une utilisation de la technologie du code barre, qui est la lecture code barre au lit du malade ou au chevet du résident, connectée à la prescription informatisée, ce qui permet, ce que les Américains appellent l'informatisation du circuit du médicament en boucle fermée, instantanément, sans faire appel aux yeux fatigués de l'infirmière continuellement dérangée dans ses tâches, de vérifier qu'on administre le bon médicament au bon malade, au bon moment, à la bonne dose, par la bonne voie. Alors, l'FPA et les industriels du médicament ont préféré protéger virtuellement, puisqu'il n'y a même pas de menace en France aujourd'hui, dans le circuit légal, préférer leur profit en sacrifiant l'intérêt d'un projet d'utilisation de la lecture code barre qui, elle, aurait sécurisé les patients. Plutôt que de faire gagner du temps aux infirmières, parce que scanner, ça va très vite, pour faire ces 5B, ça va très vite, plutôt que d'éviter des années de vie chez les patients qui vont être atteints par une erreur médicamenteuse extrêmement gravissime, mais aussi éviter des événements indésirables graves et parfois avec des séquelles irréversibles chez les 10 ou 20... Oui, non, mais attendez, l'enjeu est quand même important. Eh bien, on a préféré faire perdre du temps aux pharmaciens. Parce qu'ils vont devoir scanner chaque boîte. D'accord ? Alors, première question. Pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a actuellement aucun projet en Europe et dans les 47 pays du Conseil de l'Europe pour mettre en œuvre la lecture code barre au lit du malade et au chevet des résidents? Je suis très inquiet parce que j'ai vu une vidéo d'une réunion qui a eu lieu en novembre à l'ANSM et on nous a montré des blisters sans data matrix. Et c'est je ne suis pas étonné parce que j'avais rencontré Madame Carole, comment s'appelle-t-elle, qui est la directrice des affaires réglementaires. Bon, donc je pense connaître la réponse. Existe-t-il donc aujourd'hui, pouvez-vous le confirmer, aucun projet pour mettre en œuvre la lecture code barre, projet qui nécessiterait d'imposer ce qu'ont fait les Américains en annonçant dès le 24 février 2004, 14 ans de retard, avec une date butoir qui était le 26 avril 2006. Vous voyez,
12 ans de retard sur les Américains. La FDA a imposé un data matrix sur chaque conditionnement primaire. Alors, il y a quelques labos qui le font. Roche le fait, par exemple. Bon, alors la deuxième question, je suis désolé d'être désagréable à chaque fois, mais bon, là, vraiment, ça vaut le coup. Comment expliquer que les avis donnés par tous les acteurs, enfin, une grande partie des acteurs hospitaliers qui se sont prononcés lors de la mise en consultation publique qui a duré une dizaine d'années de ce règlement délégué, comment se fait-il, comment l'expliquez-vous que leurs avis, l'association des pharmaciens, l'association européenne des pharmaciens, les pharmaciens anglais, néerlandais, pas prescrire, qui est passé à côté sur ce dossier, eh bien, comment expliquer que leurs avis n'ont pas été pris en compte? Troisième question, quid de la surcharge de travail et de la perte de productivité pour les pharmaciens officinaux et hospitaliers et les préparateurs en pharmacie qui vont devoir manipuler davantage. Il y aura des files d'attente plus grandes dans les pharmacies d'officine. Voilà mes 3 questions. Ok, ben je vais répondre assez rapidement. Sur la première question, à ma connaissance, bon d'abord, le projet et ce règlement délégué n'est pas là pour répondre à la problématique effectivement que vous mentionnez là et qui a déjà été évoquée et mis en place dans d'autres pays dans le monde. Aujourd'hui, la mise en place de la sérialisation n'est pas un système de traçabilité jusqu'au patient et jusqu'au lit du patient. Donc, ce n'est pas un système de track and trace, donc en aucun cas. Donc, pour l'instant, bien sûr, ce système ne le permet pas. Et à ma connaissance, aujourd'hui, il n'est pas prévu d'apposer un data matrix sur les conditionnements primaires. Donc ça, c'est la première. La deuxième chose, vous avez mentionné les avis des organisations hospitalières ou officinales au niveau européen. Il y a eu beaucoup de discussions au niveau européen et beaucoup de débats là-dessus. Néanmoins, que ça soit le GPUE, je parle de toutes les grosses organisations, GPUE, le GIRP, le FPA et autres, ont tous validé en finale le projet. Effectivement, avec des avis différents. Les avis ont été très faiblement pris en compte. Et aujourd'hui, il y a un système qui répond, on va dire, je ne vais pas dire à minima, à une problématique, mais il ne pouvait pas répondre à toutes les questions, sinon c'est un projet qui n'aurait jamais été mis en place. Donc voilà, donc c'est par défaut, après ça c'est une autre question. Et puis le dernier point que vous soulevez, qui est le surcroît de travail que cela va engendrer et dans les officines et dans les hôpitaux, mais également chez les distributeurs en gros, chez les industriels, tout le monde a ses surcoûts et ça n'a pas été pris en compte. Ça rejoint un tout petit peu la question où là c'est des investissements industriels, mais il y a aussi... Non, mais il y a aussi des investissements en personnes et en temps, parce que tout le monde doit recruter des gens, c'est des recrutements supplémentaires et autres, et ça n'a pas été pris en compte. Alors après... Une boîte de Doliprane pour un mois de traitement, on y passe du temps, plus que quand on a scanné qu'une seule boîte et appuyé sur le... C'est bien, mais alors, après, je ne veux pas présager des discussions que vos organisations syndicales vont avoir avec la Caisse d'assurance maladie. Je suppose qu'il y a déjà des discussions autour du sujet pour voir s'il y aura des honoraires de dispensation des boîtes sérialisées, j'en sais rien, ou autre, mais voilà, c'est un peu une petite variable, voilà. Alors, on va s'acheminer vers la dernière question, mais ça veut dire que ça reste une bonne idée de donner le médicament à l'unité? Oh là là. Non, c'est une question. Au comprimé? Ah, mais on va pas mettre un numéro de série sur chaque comprimé. Ça nous fera plaisir parce que je considérais que c'était idiot au départ. Oui, bonjour. J'appartiens à une génération où on avait fait ça, et c'est pour ça que pour des questions de sécurité, on Tout à avait fait. remis tout ça dans une boîte.
Comment envisagez-vous la désactivation des codes par fraction de lot ou par fardeau, je dirais, chez les grossistes export, pour des produits, je dirais, déjà commercialisés en France? Je ne parle pas des lots spécifiquement export, je parle des produits. Alors, ça peut concerner, entre guillemets, aussi les grossistes pour les exportations sauvages. Mais là, en l'occurrence, la question, c'est la même d'ailleurs, c'est pour les laboratoires qui n'ont pas de lot export, qui utilisent des modèles France, essentiellement, comment peut-on désactiver d'ailleurs, la question peut se poser à leur niveau aussi, par fraction de lot ou par caisse américaine. Puisque je crois que l'affectation des numéros est aléatoire. C'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a la mise en place d'un groupe de travail avec justement tous les grossistes répartiteurs, les dépositaires en gros, pour aborder rapidement cette réunion doit avoir lieu fin février ou début mars. Je pourrais vous donner la date exacte, où ces questions vont être abordées dans le détail pour apporter des réponses précises. Parce qu'aujourd'hui, dans le règlement délégué, ce n'est pas pris en compte de façon précise. Donc après, c'est à chaque profession de s'organiser. Donc nous, au niveau de France MVO, on coordonne les actions au niveau de chacun des acteurs et des responsabilités. C'était dans les slides suivants, dans les responsabilités au niveau des acteurs, d'apporter des réponses aussi à ce type de questions. Donc ça va être traité très prochainement. Si vous êtes intéressé pour participer à la réunion, je ne sais plus la date en tête parce qu'on en a tellement en ce moment. Donc, mais je vous la ferai passer. Vous me laisserez vos coordonnées. Puis toutes les personnes qui souhaitent d'ailleurs intégrer des groupes de travail qui sont en place aujourd'hui, excusez-moi, que ce soit groupes de travail industriels, officinaux, grossistes répartiteurs, hospitaliers, sont les bienvenus. Hein. L'hôpital reste aujourd'hui le point le plus critique aujourd'hui dans la chaîne. Parce qu'il y a une telle hétérogénéité au niveau des établissements hospitaliers, au niveau des systèmes informatiques et autres que là le seulement utilise le code barre au niveau de la délivrance. Oui, tout à fait. Donc le problème, c'est d'avoir une implication forte des autorités à ce niveau-là. C'est très difficile. La DGOS, pour l'instant, on leur demande depuis près d'un an une directive. Ils ont fini par pondre une note d'information qu'ils vont envoyer aux ARS et aux fédérations hospitalières dans les prochaines semaines, alors qu'on est à moins d'un an. Il a fallu un an pour une note d'information, simplement. Donc voilà, donc c'est un peu difficile. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Gosselin, pharmacien et ancien de la chaire santé. J'avais une question concernant cette notion de contrefaçon. Vous disiez que le monopole pharmaceutique nous a protégés jusqu'à maintenant en France complètement parce qu'on est en chaîne du médicament très très fermé. On sent actuellement un vent de libéralisation avec les recommandations les recommandations Attali, les GOPE en Europe, les grandes orientations politiques de politique économique qui favorisent la libéralisation du secteur de la distribution. Est-ce qu'à votre avis, la sécurisation accrue de la chaîne du médicament pourrait être le prémisse de la libération du secteur de la distribution pharmaceutique? Et notamment, on a vu ces 2-3 derniers jours, Amazon déclarer son intérêt pour la chaîne de santé, et pour laquelle il pourrait mettre à profit son système de logistique très puissant. Merci. Je dirais pas que ce qui va être mis en place est un prémisse pour une libéralisation du système. En tout cas, c'est pas du tout l'objectif. Après, la place que, effectivement, quand vous parlez d'Amazon, on a tous lu, tous entendu le rôle que Amazon veut jouer dans la chaîne du médicament, au même titre que les autres GAFA aujourd'hui investissent dans le monde de la santé des sommes qui sont supérieures à ce que tous les laboratoires pharmaceutiques réunis peuvent investir.
c'est phénoménal. Donc, non, je pense, on ne peut pas dire que c'est une prémisse à la libéralisation, mais ça n'empêchera pas, en tout cas, ces acteurs de pouvoir rentrer. Après, c'est à chaque pays. Alors, en France, aujourd'hui, le système est quand même bien verrouillé. Maintenant, la question que vous me posez là, dépasse le cadre des réponses que je peux apporter, des discussions beaucoup plus larges et qui ne seront pas prises au niveau d'organismes comme France MVO. Merci en tous les cas, Patrick, Merci, Michel. nous avoir rendu ce matin un peu plus intelligent en sortant que nous l'étions, en tous les cas pour ce qui me concerne. Je ne généralise pas, je ne sérialise pas ce propos. En tous les cas, pour ce qui me concerne, j'ai mieux compris de quoi on parlait. En tous les cas, merci de l'avoir fait avec patience et élégance.